Dans ce 13h, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est commémorée ce lundi. L'albinisme, une particularité génétique héréditaire, est un handicap. Les albinos ont besoin d'être intégrés dans la société. Le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire rencontre des problèmes liés au système de transport, de distribution et de commercialisation. Les producteurs, les commerçants et les transporteurs se sont donc retrouvés afin de trouver des solutions. 50 morts, 53 blessés, dont certains graves. Bilan de l'attaque d'une boîte gay d'Orlando, en Floride, aux États-Unis, dans la nuit de samedi à dimanche. Attentat commis par un jeune Américain d'origine afghane qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de suivre le point de l'actualité de ce lundi 13 juin. Le président indien Sri Pranab Mukherjee est attendu demain mardi à Abidjan. C'est une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit de la consolidation de la coopération dans la droite ligne du 3e sommet du Forum Inde-Afrique tenu l'année dernière. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le gouvernement ivoirien appelle à l'acceptation de ces personnes avec une apparence physique différente. C'est aussi l'occasion de promouvoir leur insertion dans le tissu professionnel. Éric Goré. Le 13 juin est décrété Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par l'Assemblée générale des Nations unies. L'albinisme est une anomalie génétique due à l'absence de pigments et donnant à la peau et aux cheveux une couleur très claire. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme sont victimes de discrimination et d'agression dans certains pays. La Côte d'Ivoire, qui est engagée dans la protection des droits de l'homme, continue ses actions à l'endroit des albinos et des handicapés en général. Plusieurs mesures ont été prises. Au nombre de celles-ci, l'accès aux soins spécifiques, l'accroissement du taux de scolarisation, ainsi que le recrutement dérogatoire en 2015 de 300 personnes handicapées à la fonction publique, dont 10 atteintes d'albinisme, et la révision à la hausse de la subvention allouée à la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Cette aide est passée de 50 millions en 2015 à 150 millions cette année. Les autorités ivoiriennes souhaitent que l'émergence soit inclusive. Le thème retenu dans notre pays pour marquer cette célébration est « Plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020 ». Ce thème est conforme aux vœux du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, une terre du vivre ensemble sans aucune discrimination. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a pour but de promouvoir les droits de l'homme en général et de ceux qui sont atteints d'albinisme en particulier. Cette journée a été décrétée le 31 octobre 2014. Quelle réalité les albinos vivent-ils en Côte d'Ivoire? Comment vivent-ils la stigmatisation et la discrimination dont ils font souvent l'objet? Grace Kando s'est intéressée à la question. L'albinisme est une anomalie génétique caractérisée par la déficience de la mélanine chez le sujet à la naissance. Selon le dernier recensement général de la population, en Côte d'Ivoire, plus de 6 000 personnes sont albinos. 40% d'entre elles meurent avant l'âge de 40 ans. Ils sont tués par les cancers de la peau dès le plus jeune âge et l'évolution jusqu'à ce que les zones découvertes, les zones photo-exposées comme on le dit, la tête et puis les mains vont apparaître ces cancers-là. Ces albinos sont souvent victimes de discrimination, d'exclusion sociale, de préjugés et parfois même de crimes rituels. On est tous mal vus parce que les gens nous prennent pour des mythes, pour des gens qui donnent l'argent. Et le plus souvent, quand ils épousent une femme albinos, je dis que non, elle va m'apporter de la chance, elle va me donner de l'argent, mes affaires vont marcher. Mais après le mariage, quand les affaires ne prospèrent pas,
il y a tout un problème au niveau du foyer et la personne préfère se séparer de la dame. Même quand on s'en cherche du travail, on ne nous met pas au premier plan, on essaie de ne pas nous prendre, de dire qu'on ne peut pas faire le travail. Des fois même, nos petits albinos, des fois nos enfants, on les fait cacher la nuit pour ne pas qu'on puisse les faire de n'importe quoi. D'autres actes abominables à l'endroit de ces albinos sont à noter. Les albinos sont des êtres comme vous et moi, qui n'ont aucun pouvoir mystique, qui n'ont aucun don particulier, dont les organes ne peuvent nous apporter quoi que ce soit. Il y a eu des actes aussi des albinos, de sodomie, et tout ça, sur des petits garçons. Je pense que ça, c'est inadmissible. Le gouvernement ivoirien tient à l'insertion socio-professionnelle des albinos. 10 personnes ont été intégrées à la fonction publique en janvier 2015 grâce à un décret présidentiel. En clair, depuis 2010, les personnes vivant avec l'albinisme sont considérées comme des personnes en situation de handicap. Quand tu viens dans un nouveau monde, tu te dis comment ils vont t'accueillir, tu te poses mille et mille questions. Et Dieu merci, l'intégration s'est faite aussi puisque j'avais l'amour du travail déjà. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé aussi des collègues qui m'ont aidé à m'intégrer très facilement. La collaboration se passe très bien depuis mon arrivée ici. Bon, j'ai été très bien accueilli et puis je suis bien encadré. Les albinos bénéficient aussi du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Des efforts à saluer, mais quelques préoccupations demeurent. Un albinos ne peut pas voir à trait de peut-être 10 mètres. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Il faut les alphabétisations. C'est pas intéressant de voir une personne vivant avec l'albinisme en train de se promener, vendre sous le soleil. Parce que le soleil n'est pas clément envers nous. N'empêche, les albinos mènent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour protéger leur peau. Nous fabriquons les crèmes solaires faites par nous-mêmes. Ça sert à nous protéger contre les rayons solaires. Bon, comment j'utilise, il n'y a pas de problème, ça hydrate. Pour ceux qui utilisent, ils sont contents, nous félicitent, ils n'ont plus de problème de peau. Pour assurer la protection sociale et juridique des albinos, comme les autres personnes en situation de handicap, le gouvernement ivoirien prévoit l'adoption des textes législatifs et réglementaires pour leur épanouissement. La journée d'aujourd'hui est donc consacrée à des sensibilisations sur l'albinisme. Les populations ouai des régions du Cavali et du Guémont ont reçu la visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Amadou Gon Coulibaly a invité le peuple ouai à renouer avec les alliances interethniques, gage de cohésion et de développement. Il les a également exhortés à soutenir le chef de l'État à doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution pour une stabilité durable. Comment maintenir la paix à l'université ? Le sujet a fait l'objet d'une formation à l'université de Grand-Bassam. Étudiants, professeurs et membres de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire prennent part aux échanges. Éric Goré. Professeurs et étudiants et membres de l'opération des Nations Unies, ONUCI, réfléchissent aux solutions et dispositifs pouvant maintenir la paix en milieu universitaire. C'est dans cette optique que les clubs de paix ont été installés par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Ils visent à réduire les grèves en milieu universitaire. L'université, espace de liberté, d'expression démocratique et de débat contradictoire, s'est transformée en un champ de confrontation violente et de terreur. L'argument de la force physique a supplanté l'argument de la force du verbe. Les acteurs du monde universitaire veulent, à travers leurs échanges, toucher du doigt les vrais problèmes des crises répétées à l'université. La première des choses à faire, c'est de ne pas écarter un bord. Il faudrait que tous les étudiants puissent se sentir impliqués dans cette tâche-là, qui n'est pas du ressort d'un seul groupe. À l'université, on n'anticipe pas assez sur les crises, on cherche toujours à gérer les crises. Au terme de notre atelier, nous aurons eu les outils et les techniques pour pouvoir mieux gérer les conflits en amont. À la fin de cet atelier, les universités doivent retrouver leur valeur de tolérance et de paix.
C'est le souhait des organisateurs de cette plateforme d'échange entre parties prenantes du monde universitaire. La jeunesse est invitée à s'impliquer dans la lutte antiterroriste. Une compétition d'art oratoire a permis aux jeunes d'exprimer leur vision sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour freiner le terrorisme. Aro International, une structure de formation spécialisée en art oratoire, et l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire ont lancé la sensibilisation. Moussa Konaté. Parler en public, un exercice difficile mais pas impossible. Ces jeunes sont mis à l'épreuve. Ils donnent des messages de sensibilisation sur l'implication de la jeunesse dans la lutte antiterroriste. À tour de rôle, ils expriment chacun leur vision sur le combat de la jeunesse face au terrorisme qui touche aujourd'hui plusieurs États dans le monde. Les terroristes cherchent à s'appuyer d'abord sur la jeunesse pour pouvoir progresser. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes qui se sentent obligés d'entrer dans ce domaine-là. En tant que jeunes d'aujourd'hui, nous devons aller dans les profondeurs pour chercher ce que prône réellement l'islam. Et par le biais de nos réseaux sociaux, répandre tout cela pour éradiquer ce mal infernal. Lutte contre le terrorisme, la bataille est menée à tous les niveaux. La jeunesse aussi doit jouer sa part, être un frein à l'évolution de ce phénomène. Je pense qu'il faut commencer le combat auprès de la jeunesse. Plus la jeunesse est informée, plus nous pouvons facilement nous intégrer et aider les autorités à surtout trouver des solutions. Les jeunes ont un rôle extrêmement important à jouer. Toutes les nations du monde, les prises de paix, de justice, de démocratie, doivent se donner la main pour contrer ces velléités extrémistes. Cette action de sensibilisation de la jeunesse va s'étendre à plusieurs localités du pays afin d'informer les jeunes des milieux scolaires et universitaires sur la menace du terrorisme qui endeuille plusieurs familles. Et le terrorisme vient de faire de nouvelles victimes, 50 morts, 53 blessés. Bilan de l'attaque d'une boîte gay d'Orlando en Floride aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Cet attentat, le plus violent depuis le 11 septembre, a été commis par un jeune Américain d'origine afghane qui a prêté allégeance au groupe État islamique, le groupe qui a aussitôt revendiqué la tuerie. L'administration publique ivoirienne est en pleine phase de modernisation. Un annuaire statistique est en cours d'élaboration pour permettre au ministère de la fonction publique de disposer de données statistiques fiables dans la prise de décision. La première version du document a été présentée. Mamadou Kwasi. Bientôt, un annuaire statistique pour le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce document en cours d'élaboration va contenir des données fiables et à jour en vue d'éclairer et d'orienter dans la prise de décision. Une grande première en Côte d'Ivoire, car cette annuaire statistique, établie sur la période 2009-2015, va permettre de mieux maîtriser la gestion des ressources humaines de la fonction publique. C'est une boussole d'orientation. Ça peut contenir par exemple l'effectif des fonctionnaires et agents de l'État, la répartition en grades, en fonctions, en emploi. Ça peut nous donner des indicateurs pour le suivi et l'évaluation. Pour le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ce document va constituer un instrument de gouvernance, moteur essentiel dans la nouvelle dynamique que le président de la République Alassane Ouattara veut donner à la fonction publique. Il ne saurait y avoir de programmation rationnelle et de planification efficace des ressources humaines de l'État sans disposer de données statistiques fiables et diversifiées. Pour la réalisation de ce projet, la direction de la planification, des statistiques et de l'évaluation du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration bénéficie du soutien de l'Union européenne, une institution qui veut accompagner la Côte d'Ivoire dans la redynamisation de son administration publique. L'élaboration de l'annuaire statistique se fera selon une méthodologie et des normes internationales qui permettront une collecte de données, d'interprétation et de présentation des résultats afin de rendre ces données compréhensibles et accessibles aux citoyens ivoiriens. Le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire rencontre des problèmes liés au système de transport, de distribution et aussi de commercialisation. Les producteurs, les commerçants et les transporteurs et aussi les autorités administratives se sont retrouvés afin de proposer des solutions. Francis Boifo.
D'environ 12 millions de tonnes en 2011, les productions vivrières sont passées à environ 16 millions de tonnes en 2014, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Derrière cette hausse de la production nationale, d'énormes problèmes liés au système de transport, de distribution, de commercialisation et au cahier de charges de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV. Un atelier de 3 jours à Grand Bassam a permis aux acteurs du secteur de repenser le système de mise en marché des produits vivriers et le fonctionnement de l'OCPV. Quelques résolutions. À l'endroit de l'État, accélérer la construction des 10 marchés de gros prévus dans le PND, réactiver le projet Complan Chine d'acquisition de véhicules de transport dédiés aux produits vivriers, promouvoir la vente des produits vivriers au poids. 32 ans après sa création, les acteurs du secteur du vivrier pensent qu'il faut restructurer l'OCPV pour adapter son statut aux nouveaux défis. Ces recommandations devraient permettre l'amélioration des mécanismes de commercialisation des produits vivriers. Il y a des recommandations importantes qui ont été faites. Il faut les prendre en compte et ça va nous permettre d'avoir une orientation pour proposer une restructuration beaucoup plus précise pour l'Office de la commercialisation et de promotion des produits vivriers. Les productions vivrières contribuent à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. En 2010, elles représentaient 14,7% de la valeur du PIB. Les jeunes du village de Beliewa, dans la sous-préfecture de Guibérois, ont décidé de retourner au village pour s'adonner à l'agriculture et à l'élevage. Ils ont reçu le soutien des cadres du village, un soutien qui va se décliner sous forme de financement pour mener à bien les différents projets. Eugène Atoubé. Village de Beliewa, à une douzaine de kilomètres de la sous-préfecture de Guibérois. Ici, on trouve beaucoup de jeunes. Ils sont pour la plupart des déscolarisés qui ont fait le choix de retourner au village. Tous se rejoignent sur un point qu'ils jugent essentiel, relever le défi du retour à la terre. Nous avons tout fait pour avoir des parcelles de terre que nous devrons exploiter. Ils veulent s'investir dans l'élevage, surtout des porcs. Si ce retour au village des jeunes de Beliewa est un exemple de leur refus de cautionner l'exode rural, il tient surtout de ce que ce village, qui fait partie du canton Dri, peut se targuer de bénéficier de nombreuses commodités susceptibles d'attirer et retenir les jeunes pour leur établissement durable. Beliewa est relié au réseau électrique national. La population bénéficie de l'adduction en eau potable du village, d'un centre de santé, d'une école avec logement de maître et d'un logement pour infirmiers. Le logement de la sage-femme est visible, la maternité aussi, mais la structure attend toujours qu'on y affecte son personnel. Les cadres de la mutuelle de Beliewa mènent des actions dans ce sens. C'est que dans le village, les souhaitent à la cohésion sociale, l'unité et la solidarité pour le développement et le progrès, mais encore le bien-être des populations avec en première ligne les femmes et les jeunes. Ma vision, je ne veux pas aujourd'hui que les jeunes se tournent même vers la politique. Il faut que les jeunes arrivent à s'autosuffire. Un jeune qui parfois perd sa belle-mère et qui est obligé d'aller s'endetter, d'aller brader même sa plantation, son champ, c'est incompréhensible. Maurice Zokou s'est engagé à aider les jeunes et les femmes de Beliewa à réaliser les projets par un appui financier. Des projets essentiellement agricoles, et ce n'est pas tout. Grâce à lui, le village sera doté d'un foyer polyvalent en cours d'achèvement. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans l'Indénié Djoablan se dote d'un plan de gestion environnementale et sociale. Les acteurs ont également vu leurs capacités renforcées dans le domaine. Honorina Nigori. Cet atelier de renforcement de capacité a réuni les acteurs en gestion environnementale et sociale du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié Djoablan. Mis en œuvre depuis 2012, il avait pour objectif d'expliquer à ceux-ci les tenants et aboutissants du plan de gestion environnementale et sociale de ce projet. Il visait également à solliciter leur implication permanente dans la mise en œuvre des mesures qui y sont contenues. Au nombre de 22,
Ces mesures vont permettre de minimiser les impacts négatifs des différentes actions du projet sur le terrain et bonifier tout ce qui est meilleur sur ce projet. Un budget de 200 millions de francs CFA est prévu pour la mise en œuvre de ce plan qui va démarrer par une campagne soutenue d'information et de sensibilisation des travailleurs et des populations locales. Notons que le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indéné-Djuablin vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Ce projet, d'un coût global de 14,5 milliards de francs CFA, a une durée de 5 ans. Il s'articule autour de 3 composantes, dont le développement des infrastructures agricoles qui prévoit entre autres l'aménagement de 900 hectares de bas-fonds pour la riziculture irriguée et des cultures maraîchères et la réhabilitation des 700 km de pistes rurales pour améliorer la circulation et désenclaver les zones de production. Dans le domaine de l'éducation, les tout premiers stagiaires du CAFOP supérieur de San Pedro sont opérationnels. Ils seront bientôt déployés sur le terrain. Le baptême de la promotion avec Thérèse Yoboué. Ils sont au total 399 élèves maîtres qui ont suivi la formation initiale dans les locaux du groupe scolaire Bardo Cantino, transformé en centre d'accueil en attendant la fin des travaux de construction du CAFOP supérieur de San Pedro. Cette première promotion a été baptisée par le conseiller municipal, Bouraïma Bamba, représentant le maire de la commune de San Pedro. Pour le directeur du CAFOP supérieur de San Pedro, il faut encourager ces stagiaires qui ont suivi la formation théorique dans des conditions parfois difficiles. Moussa Doumbia a exhorté les élèves maîtres à être des modèles pendant la dernière étape de leur formation en responsabilité dans les écoles où ils seront affectés. Quant aux parrains, il a rassuré que le conseil municipal mettra tout en œuvre pour accompagner le CAFOP, surtout avec le déficit d'enseignants que l'on connaît dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Au dire du directeur, les travaux de construction du CAFOP supérieur de San Pedro avancent bien. Les prochains stagiaires pourront suivre les cours dans de meilleures conditions dès la rentrée prochaine. En provenance de la République islamique d'Iran, le premier musée itinérant a fait escale à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le public cible les enfants. Le musée itinérant fait la promotion de la culture de la paix et de la protection de l'héritage des cultures des nations. Kwadio Kwame. C'est à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix que le musée mobile de formation humanitaire des ambassadeurs de la culture de la paix a fait escale. Le musée est destiné aux enfants qui doivent être imprégnés des vertus de paix pour un monde sans violence. Pour le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, cette exposition itinérante a les mêmes visions que la fondation qui l'abrite. Et Jean-Noël Loukou d'insister sur les liens d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran. Notre fondation a aussi pour vocation l'éducation à la paix, la réflexion et la recherche sur la paix. Le musée mobile de formation d'interaction humanitaire a pour objectif de former, de promouvoir la paix, de sensibiliser les enfants à la protection de cet héritage. Le musée mobile voyage pour la promotion de la culture de la paix et l'établissement en 365 jours de l'année pour la paix dans le monde. Une exposition d'un jour qui a des effets bénéfiques sur les destinataires. Les enfants ne sont pas faits pour faire la guerre, mais pour plutôt aller à l'école. Et les enfants sont des instruments de paix. Voilà, on peut utiliser les enfants avec leur bas âge, ils ont une certaine mentalité. Et avec cette mentalité-là, ils peuvent déjà créer un climat de paix autour d'eux. L'exposition est composée d'objets d'art, de jouets et de photos. La République islamique d'Iran est un pays d'Asie de l'Ouest, la 29e puissance économique et le 2e producteur de pétrole au monde. La direction de la vie scolaire sollicite le concours des imams et des pasteurs pour un bon déroulement des examens de fin d'année. Des prières spéciales ont eu lieu dans des églises et mosquées. Herman Yamia. Imams et pasteurs en prière pour le bon déroulement des examens scolaires de fin d'année. Cette union de prières est sollicitée par la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale
vise à implorer Dieu afin qu'il accorde l'intelligence nécessaire aux différents candidats pour qu'ils réussissent à leurs examens. Et c'est au temple Jérusalem d'Adjamé 220 logements que la prière a commencé. Nous sommes appuyés sur le texte de Proverbe 4, versets 1 à 5. Alors les élèves doivent acquérir la sagesse et l'intelligence afin de mettre ça au profit de leur réussite, mais non pas pour tricher. Pour nous, il est important que nous confions l'école à Dieu. C'est Dieu qui est au départ de tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien du tout. Et donc, avec la main de Dieu, la paix est revenue sur l'école ivoirienne. Après Adjamé, la délégation de la vie scolaire s'est rendue à la grande mosquée de Treichville. Ici encore, l'imam Aboubakar Kounaté a intercédé auprès de Dieu afin qu'il facilite la tâche aux candidats. Si l'école réussit dans un pays, c'est le pays qui a réussi. Parce que s'il y a un laboratoire qui fabrique l'être humain ou bien un citoyen, c'est bien les écoles. Les examens scolaires à grand tirage démarrent ce mardi 14 juin avec le CEPE. 8e jour de jeûne pour les musulmans et c'est en cette période que l'association musulmane Nour Djighiya a organisé une séance de dépistage du diabète et de sensibilisation à une bonne diététique alimentaire. Plus de 300 personnes, sans distinction de religion, en ont bénéficié. Ouattara Amadou. Relativement au mois de Ramadan, les femmes de l'association Nour Djighiya ont initié une campagne de dépistage et de prise en charge des malades du diabète et de l'hypertension artérielle. Pour les initiatrices, cette activité répond aux besoins d'aider la communauté musulmane à bien vivre la période du jeûne. Néanmoins, la présente opération a été ouverte à toute la population et a mobilisé plus de 300 personnes. On mange tellement sucré, donc on s'est dit que vraiment l'opportunité était meilleure pour aider la population. Par rapport à l'arrivée du mois de Ramadan, pour que la communauté quand même puisse connaître le taux de glycémie, la tension et le diabète. Ça fait tellement de dégâts silencieusement. Tenue à l'école Le Pinson de Tolakwadjokro à Boaké, cette séance est fort appréciée par les bénéficiaires. J'ai trouvé que c'était bien parce que ça m'a permis de connaître mon taux de glycémie. Et ensuite, j'ai pris mon poids. J'étais en surpoids. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je veux me rendre compte que j'ai perdu plus de 10 kilos. Et ma tension aussi, elle est bonne. Créée en 2013, l'association Nour Djighiya a déjà octroyé des prêts bancaires à une vingtaine de femmes afin de contribuer à leur autonomisation financière. 5 villages de la sous-préfecture de Prikro, dans la région de Lifou, ont reçu des lots de médicaments de première nécessité. Un don d'une valeur de 5 millions de nos francs pour aider ces villages à prendre en charge leurs malades. Mamadou Kouassi. Des lots de médicaments de première nécessité destinés aux centres de santé ruraux de la sous-préfecture de Prikro. Les villages bénéficiaires sont Djonkro, Babakro, Atumabo, Konadikro et Kotobo. Un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Une initiative de Nemelese Kwasi Ali, fils de la région, pour répondre aux préoccupations d'ordre social et sanitaire que rencontrent les populations de ces différentes localités. Nous sommes soucieux des problèmes sociaux de nos parents et nous, en tant que cadres, nous avons le devoir de leur apporter de l'aide. Et c'est cet esprit-là qui nous a guidés en faisant cette tournée. Nous nous positionnons comme un cadre de rassemblement et un cadre de développement. La prise en charge totale depuis quelques années d'une dizaine de bénévoles enseignants de l'école primaire de Djonkro est à mettre actionnatif. Un geste apprécié par les populations villageoises. Et chaque année, il a l'habitude de rendre visite et voir les préoccupations par rapport aux besoins des villages. En tout cas, il a donné des conseils. Un bon exemple à prendre, ce monsieur. Vraiment, il fait beaucoup pour nos parents. Nous sommes très contents. On va aider la population à se faire soigner. Lutter contre la pauvreté de la région de Lifou à travers l'épanouissement des populations, c'est le but recherché par ce cadre de la région. D'autres initiatives sont prévues dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé, la prise en charge des jeunes et des femmes ainsi que l'addiction en eau potable. En France, le Sénat à majorité de droite entame ce lundi l'examen du projet de loi travail. L'exécutif est sous pression. Une nouvelle journée de mobilisation des opposants au texte est prévue mardi en plein Euro de football. En Afrique du Sud, près de 3 ans et demi après le meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius va connaître dans quelques jours sa peine définitive. Il risque au minimum 15 ans ferme, comme le préconise le Code pénal sud-africain, compte tenu de son handicap et des circonstances atténuantes. L'audience débute ce lundi.
Voilà, merci à tous de suivre RTI 1. Très bon début de semaine.